Merci à tous d'être venus, on est très nombreux ce soir, je suis très content pour accueillir notre ami Daniel Magaison, qui, il faut que je vous le présente. C'est un ingénieur en mathématiques appliquées. Il est aussi docteur de l'université de Louvain. Puis il travaille depuis longtemps dans des centres de recherche d'un grand entente industrielle. Et c'est en dehors de sa partie mécanique, mathématique. Et il est passionné de littérature et de poésie. Il anime aussi un atelier de poésie. Et puis il est l'auteur de plusieurs livres, hommage à Saint-Jean-de-Perse par exemple, un autre hommage à Simone Veil, des aphorismes, ce qu'il appelle les admirés, les bains, et puis récemment le grand Oui qui chante, qui tremble. C'est mystérieux ça. Oui, enfin, j'espère que le titre réfléchisse. Mais alors ce soir il va nous parler un peu des scientifiques, les deux, Newton et Galilée. Et je crois que j'ai tout dit, je vais lui laisser la parole. N'oubliez pas d'éteindre vos portables, parce que c'est enregistré, parce que moi j'entends des sonneries. Eh bien Daniel, je te laisse la parole. Parfait. À toi. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vais commencer par les... Un petit mot s'il vous plaît pour les téléphones en silence. Voilà. Ça y est. Oui. Et je voudrais remercier d'abord André, Edouard, sa fille Lucie pour leur accueil. Un petit mot aussi pour Mario Rimbaud qui nous a mis en relation. Et voilà, je voulais vous dire, cette présentation va s'appuyer sur un roman historique, philosophique et scientifique que j'ai apporté ici. La maquette est ici. Et pour l'instant, il cherche un éditeur et j'essaie de l'aider à trouver un éditeur. Voilà. Et la présentation s'appuie sur le roman. Et c'est ce que je vais vous proposer de partager. Donc Newton Leibniz, le choc des égaux. J'espère que le titre ne vous surprend pas. On est là pour ça. Je voulais vous dire, il y a parfois des notions un peu compliquées. Donc je vais rester au niveau essentiel et insister sur les points clés. Donc s'il y en a qui peuvent comprendre plus, tant mieux, mais moi je me concentrerai sur les points clés à faire passer. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, et on les traitera, ou noter quelques mots de la diapo, ou les revoir, on peut discuter après l'exposé. Voilà, donc je vous remercie de votre présence, de votre attention. Alors Newton-Leibniz, ces deux figures majeures du XVIIe siècle, ils sont nés au XVIIe, sont morts au XVIIIe, et ils ont un point commun très fort, c'est de sommité, de génie, qui ont transformé la vision du monde de leur temps. Alors Newton est plus connu, notamment parce que ses résultats sont remarquables, mais aussi parce que son impact sur la vision du monde a été beaucoup plus direct et immédiat que celui de Leibniz, dont on a compris petit à petit la richesse de la pensée, avec des retombées jusqu'au XXe siècle, au XXIe siècle. Donc voici nos deux personnages, donc Newton à gauche, Leibniz à droite. Voilà. Donc la question qui va nous occuper, c'est lequel des deux a la plus belle perruque. Alors c'était la mode de l'époque. Et alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une querelle qui est restée comme célèbre entre les deux hommes. Et ce sont à propos de la découverte de ce qu'on appelle le calcul infinitésimal. Donc c'est des mathématiques, ça.
C'est ce qu'on appelle en maths les problèmes de dérivation, le calcul différentiel et le calcul intégral. Alors bien sûr, je ne vais pas développer ces notions-là, mais il faut savoir que ce sont des notions de base en mathématiques. Et donc il y a eu une grosse dispute entre les deux, mais en creusant le sujet, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas d'accord à peu près sur rien. Donc ça c'est très intéressant. Tout en ayant parfois raison tous les deux d'ailleurs. Je vais vous présenter donc les vies de Newton et Leibniz. Je vais parler de la science, avant le XVIIe siècle, le siècle de leur naissance, et puis juste avant l'arrivée de Newton. Et puis je fais un zoom sur l'histoire de l'astronomie. L'astronomie, parce qu'il y a une contribution majeure de Newton dans ce domaine-là. Et je remonte à l'Antiquité grecque, et qui a été prodigieusement féconde. Je vais vous montrer ça, mais à titre d'exemple, à l'Antiquité, donc 300 ans avant Jésus-Christ, il y a un certain Aristarque de Samos qui arrive à estimer la distance de la Terre au Soleil. Donc c'est fabuleux, il n'y a pas de télescope à l'époque, c'est à partir d'observations à l'œil nu. Et je voulais déjà réfléchir quelle observation peut donner la distance de la Terre au Soleil. Vous allez voir, c'est vraiment épatant ce à quoi il a pensé. Je parlerai des conquêtes de Newton, la pensée prémonitoire de Leibniz, le fameux choc des deux. Et si on a le temps, je développerai une petite énigme. Le mystère de la valeur de G, c'est la constante de la gravitation universelle dont je vais vous parler. Mais c'est une des constantes fondamentales de l'univers, qui régit notamment l'évolution de l'univers. C'est la première que l'humanité a touché du doigt. La seconde sera la vitesse de la lumière, à titre d'exemple. Mais il y en a encore toute une série d'autres. Une histoire de pomme et une histoire de rosaire, si j'ai le temps, et pour terminer. Alors, la vie de Newton, donc rapidement, il a 2 dates de naissance. Parce que donc en Angleterre, c'est le calendrier julien qui s'applique encore. Le reste de l'Europe est déjà passé majoritairement au calendrier grégorien. Et donc dans le calendrier julien, il naît à la Noël de 1642. Et donc c'est l'année aussi de la mort de Galilée, comme une espèce de passage de témoin entre les deux. Ça, bien sûr. Au début, le ciel semble bien noir au-dessus de la tête de Newton. Il naît grand prématuré. Sa mère est persuadée qu'il ne survivra pas, mais il survit. Et son père est mort depuis 3 mois lorsqu'il naît. Comble le malheur, sa mère se remarie et le nouveau mari ne veut pas s'occuper d'Isaac Newton, qui est donc confié à ses grands-parents maternels. Donc il nourrira un sentiment d'abandon et qui développera un caractère très difficile à cause de cela, très méfiant, typiquement, et agressif. Et puis après, il a un incroyable alignement des planètes, notamment bon, déjà le fait qu'il survive à sa naissance prématurée. On est dans une famille de fermiers, mais il y a une personne instruite dans la famille. Donc il a un oncle qui a fait des études supérieures, il est pasteur, et il repère les talents d'Isaac Newton, de son neveu, et convainc la mère d'Isaac, de sa sœur, d'envoyer Isaac à l'école alors qu'il était promis aux travaux des champs. Il entre au Trinity College de Cambridge, donc il atteint un niveau d'études supérieures. Lorsque la peste noire arrive en Angleterre, elle frappe surtout Londres, mais au-delà aussi,
s'étend jusqu'à Cambridge. Et du coup, il doit s'exiler au moment où il a sans doute débuté une carrière académique. Il s'exile dans le manoir familial, de Woolsthorpe, et il arrive là, mais déjà plein de science et de raison. Il a acquis toutes les compétences nécessaires pour mener ses travaux, et dans une grande solitude, mais quand même avec des livres, il travaille, et il y a 1666, c'est son année merveilleuse. Il développe le calcul ce qu'il appelle lui le calcul des fluxions, qui deviendra le calcul différentiel, donc une des bases des maths. Il développe formule les lois de la dynamique, la plus connue étant que la force est égale à la masse fois l'accélération, ce qui veut simplement dire que si vous appliquez une force à un corps, il se met à accélérer dans une relation de cause à effet. Et enfin, il découvre la loi de la gravitation universelle. N'importe laquelle de ces trois briques aurait déjà suffi à le rendre ultra célèbre. Mais il en trouve trois, il les assemble et il démontre les lois de Kepler. C'est-à-dire que les lois de Kepler sont des lois purement expérimentales qui décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil. Et lui, à partir des lois, il démontre que ça devait être comme ça, il démontre la véracité des lois de Kepler. Donc on passe de l'expérience à la validation scientifique. C'est le premier grand modèle mathématique de la physique, qui fait que ce qu'on appelait la philosophie naturelle devient vraiment la physique, science rigoureuse. Bien sûr, il n'est pas le seul, mais il fait un tel bond qu'il est tout à fait de référence. Il publie donc les principes mathématiques de la philosophie naturelle, un ouvrage majeur donc, il y aura 3 éditions, et finalement il meurt à 84 ans, extrêmement célèbre, droit des funérailles nationales. Leibniz de son côté, donc lui était allemand, enfin l'Allemagne n'existait pas encore en tant qu'État-nation, mais donc il naît à Leipzig, d'une famille protestante, aisée. Donc ses parents sont des intellectuels et qui sont spécialistes du droit, et donc très naturellement il s'oriente vers le droit et la philosophie. Mais il est très doué, très tôt il connaît de multiples langues, et il rentre à l'université déjà à 15 ans, puis il présente une thèse, des cas perplexes en droit, qui éblouit ses professeurs, et très vite on lui propose une carrière académique, il hésite, et il décide de rester un peu indépendant, et mener ses propres travaux. Donc il a quand même besoin de sponsors, et heureusement on est à une époque où les puissants écoute volontiers les philosophes. Et donc il va avoir des protecteurs qui vont l'aider à financer ses travaux. En 1672, il arrive à Paris, il rencontre l'astronome Huygens, ou Huygens, père du système des 6 planètes et cellules, donc vous comprenez que c'est le système solaire, donc j'y reviendrai. Alors, quelques-unes de ces publications sont à l'écran, et vous voyez le calcul différentiel, donc qu'il a découvert avec Newton, un peu après. Il expose sa philosophie, qui s'oriente vers la métaphysique. Alors ça, peu de gens le savent, mais il développe un langage qu'il voulait universel, et qui résoudrait tous les problèmes par des calculs basés sur une représentation binaire de 0 et de 1. Donc en fait, il est à la base du langage informatique. Oui. Donc,
il est philosophe, mais en même temps théologien. Il se pose la question du problème du mal face à la bonté de Dieu, et c'est lui qui invente le mot de théodicée, donc qui essaye de concilier donc, le mal et la bonté de Dieu. Il invente aussi un concept que je vais développer, mais d'atome spirituel, d'atome muni de conscience. Il meurt à 70 ans, enterré lui dans l'indifférence, notamment à cause de Newton, de ses disputes, mais par contre, sa gloire est posthume. Alors, avant le XVIIe siècle, voilà, très rapidement, il y a quelques dogmes, des dogmes scientifiques, un non religieux, typiquement que la nature a horreur du vide. C'est l'héritage notamment d'Aristote. On est persuadé que la Terre est au centre de l'univers, ce qu'on appelle le géocentrisme. Et voilà, et parmi les dogmes, le cercle est une figure parfaite, donc il faut que les orbites des planètes soient circulaires ou explicables par une combinaison de cercles, comme a essayé de le faire Ptolémée. Et puis après, l'Église s'empare de ces visions-là, confirme le géocentrisme et rajoute une couche un peu d'interprétation religieuse. Par exemple, à l'époque, on ne comprend pas comment les planètes peuvent avancer sur leur orbite. Donc saint Thomas d'Aquin dit que c'est très simple, il y a des anges qui les poussent, et comme on ne peut pas les voir, c'est très bien. Voilà, donc à l'époque, si on a une théorie qui semble expliquer un phénomène, on l'admet tel quel. On ne cherche pas à creuser plus et à vérifier par des expériences si c'est vrai. Avec Newton, ça va radicalement changer. Malgré tout, il a des prédécesseurs, il y a un fort développement des mathématiques. En France, il y a particulièrement Descartes et Pascal. L'instrumentation se développe, et en particulier arrivent les premières lunettes astronomiques, dont Galilée va faire usage. Et on commence à vérifier les théories à partir d'expériences, et on développe les premiers modèles mathématiques. Notamment Galilée, donc, écrit ceci, la nature est un livre écrit en langage mathématique. Donc, il s'extasie de ça, et c'est vrai qu'à quoi, c'est toujours considéré comme vrai aujourd'hui. C'est une source d'émerveillement. Alors, l'astronomie de l'Antiquité grecque, donc avec Aristarque et Ératosthène, les deux figures majeures, 300 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'est ici, typiquement, que je vais m'attarder, me focaliser sur les observations clés. Donc, d'abord, l'estimation du rayon de la Terre. Donc, c'est Ératosthène, ils sont pratiquement contemporains l'un de l'autre. Ératosthène, qui a l'idée, qui est exposée ici, qui est le premier à avoir une estimation, d'ailleurs assez fiable du rayon de la Terre. Hein. On est à 300. Le problème d'avoir le rayon de la Terre, c'est que nous sommes sur Terre. Donc on est incapable de prendre du recul pour voir la Terre. Et il a l'idée de se fier aux ombres provoquées par le Soleil. Le 21 juin, donc, midi solaire, donc au moment où le Soleil est le plus haut dans le ciel, il observe qu'il n'y a aucune ombre à ciel, c'est souvent aujourd'hui. Et ici, il n'y a donc aucune ombre. Donc, je veux dire, pour un bâton vertical ne projette aucune ombre. Et par exemple, il observe que le fond d'un puits est visible, est éclairé. Voilà, ce qui confirme cette observation-là. Et donc, il a un partenaire qui est à Alexandrie, sur le même méridien. Le méridien, c'est juste un hémisphère qui joint les deux pôles. Et donc sur un même méridien, il y a un complice qui fait l'observation de l'ombre provoquée par un bâton vertical. Il observe l'angle formé par les rayons du soleil et la verticale locale, donc c'est ce petit angle ici. Et il se rend compte qu'on a le même angle au centre de la Terre
Donc, entre un rayon qui part du centre de la Terre, qui pointe vers Sienne, et un rayon qui va du centre de la Terre vers Alexandrie. Cet angle θ est le même. Et donc, en 300 avant Jésus-Christ, la Terre était considérée comme une sphère et non pas plate. Oui, oui. Et Ptolémée, la carte de Ptolémée, c'était la Terre était plate. Alors justement, il y a eu une incroyable amnésie, et surtout tous les travaux d'Aristarque que je vais présenter maintenant. C'est passionnant, hein, là, c'est Aristarque. Donc c'est vrai, il y a eu 1700 ans d'amnésie scientifique. Parce que tout cela, et surtout les travaux d'Aristarque que je vais présenter dans un instant, ils contredisaient Aristote. Et de ce fait-là, alors qu'il est arrivé 100 ans après, de ce fait-là, il n'a eu aucun crédit, et on n'a fait aucun écho de ces travaux qui ont été oubliés. Jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités. Okay. Alors, estimation du rayon de la Lune maintenant. Alors là, l'observation clé, c'est sans surprise, je pense, c'est une éclipse de Lune. Alors ce schéma-là, voilà, en fait, représente la Terre ici, en fait, l'ombre de la Terre. Donc la Terre est éclairée par le Soleil, et c'est l'ombre de la Terre sur un espèce d'écran fictif, hein, comme celui-ci, mais qui serait placé juste derrière la Lune. Donc vous avez la Terre là, et là, je représente les mouvements successifs de la Lune pendant une éclipse. Donc, tant que la Lune ne rentre pas dans l'ombre de la Terre, elle est complètement éclairée. Quand le centre passe de A à B, là, on a progressivement la Lune s'assombrit. Pendant toute une période, quand le centre de la Terre passe de ce point-là B à D, on est en obscurité, la Lune est complètement occultée. Et puis, il y a la phase de réillumination. Et en fait, ce qu'il a fait, il se fait que la Lune, c'est comme ça, elle progresse environ d'1 diamètre par heure. Et il observe la durée des phases. Mais il faut à peu près 1 heure pour que la Lune passe de l'éclairage complet à l'éclipse totale. 2 heures où elle est complètement dans le noir, et de nouveau 1 heure pour se réilluminer. Et donc, comme le montre le schéma, ça veut dire que la Lune rentre 3 fois là, à l'intérieur de la Terre, puisqu'il suffit de compter pour les durées des phases. Et donc, il en déduit que le rayon de la Lune est le tiers du rayon de la Terre, ce qui était à peu près vrai. Donc, ils avaient l'imagination, hein, les pauvres. Mais il avait anticipé l'éclipse de la... Ah, je ne connais pas les détails de ce qu'a fait Aristarque, je suppose qu'il a... Non, c'est quand même une situation, je dirais, idéale. C'est la situation où l'éclipse est la plus longue possible. C'est-à-dire, il faut que le centre de la Terre passe par le centre de la Lune passe juste au centre de la Terre. C'est le schéma que j'ai représenté là. Parce qu'évidemment, si c'est plus bas ou plus haut, ça dure moins longtemps. Donc je pense qu'Aristarque n'a pas nécessairement assisté à ce phénomène-là, mais il a dû utiliser des compilations d'observations. Voilà. Et ça, c'est l'observation la plus fabuleuse, enfin la plus ingénieuse. Aristarque, c'est un autre, donc de nouveau V. Il veut connaître la distance de la Terre à la Lune, sur la Terre à la Lune. Donc c'est la suivante, qui est la plus impressionnante, mais c'est déjà intéressant. Donc déjà, ceci est un schéma avec la Lune, la Terre. Bon, l'échelle est connue, puisqu'on a le rayon de la Lune ou le rayon de la Terre. Et voilà, donc il s'intéresse à cet angle que j'ai noté GABA, qui est GABA ou plutôt son double,
correspond à l'angle depuis lequel la Lune est vue de la Terre. Donc vous êtes sur Terre, vous regardez la Lune, voilà, vous mettez les doigts au-dessus et en dessous de la Lune, et voilà, donc c'est cet angle entre les deux doigts, c'est l'angle 2 gamma. Une fois que vous avez cet angle, vous avez la distance, puisque vous avez l'échelle. Donc vous voyez tout de suite d'ailleurs que si gamma rétrécit, la distance de la Terre-Lune augmente, et s'il augmente, donc tout c'est forcément lié à la distance. Il observe, il utilise deux informations, le fait que la période de révolution de la Lune autour de la Terre est de 27 jours, donc ça s'observe, et par ailleurs que donc la Lune progresse de son propre diamètre en 1 heure. Et du coup, en fait, il suffit de faire une simple règle de 3 pour connaître l'angle de gamma. C'est le tour complet, divisé par 27 pour l'avoir par jour, divisé par 24 pour l'avoir par heure. Et voilà comment il a l'angle gamma et donc la distance souhaitée. Et c'est là le plus impressionnant sans doute. Donc il arrive à estimer la distance de la Terre au Soleil cette fois-ci. Donc il connaît maintenant la distance de la Terre à la Lune, c'est son facteur d'échelle. Et de nouveau, les distances vont être liées à une histoire d'angle. Alors, ceci représente, donc, vous voyez, vous avez le Soleil, donc je vais utiliser le pointeur, le Soleil, la Terre et la Lune dans 2 positions. Donc il y a 2 instants différents. La Lune au moment de son premier quartier et la Lune au moment de son dernier quartier. Donc, le quartier, c'est quand la Lune est coupée en 2 par l'ombre et la lumière. Donc Aristarque réfléchit, il se dit si je vois la Lune coupée exactement en 2, c'est que la source lumineuse, donc le Soleil, donc il y a un plan ici, le plan à gauche c'est éclairé, à droite c'est dans l'ombre, le plan fictif qui coupe la Lune, qui partage la Lune, il faut qu'il soit éclairé par un Soleil qui est perpendiculaire à ce plan. Parce que dans n'importe quelle autre position de la Terre, on ne verrait jamais la Lune coupée en 2. On verrait un petit arc. Et donc il a cette idée-là, une première idée, c'est qu'ici, donc ce qu'on appelle un angle droit. Et alors, c'est l'autre observation qui est très ingénieuse. Il fait ce schéma-là, et il s'intéresse, cette fois-ci, au passage de la Lune du premier quartier au dernier quartier. Et comme le schéma le montre, c'est je suis à l'envers sur le pointeur, voilà, la Lune, pour passer le premier au dernier quartier, met plus de temps que pour passer du dernier quartier au premier. Comme le schéma le montre. Il faudrait que le Soleil soit à l'infini, l'angle alpha, donc à ce moment-là, serait nul, et c'est seulement dans ce cas-là que l'angle bêta serait l'angle plat. Donc, voilà, c'est assez fabuleux de penser à mesurer les différentes phases de la Lune et de constater une asymétrie qui finalement lui donne la distance de la Terre au Soleil. Il fallait vraiment y penser. Bon, la symétrie est très faible. Hein. L'angle alpha, 0,15 degrés, bêta, c'est 180 degrés, donc l'angle plat, plus 3 dixièmes. Mais il y a bien une légère asymétrie. Voilà. Alors Aristarque, avec ces observations-là, dit, c'est clair, hein, on dit que la Lune tourne autour de la Terre parce que la Terre est beaucoup plus grosse, ça semble logique. Mais le Soleil, lui, il est beaucoup, beaucoup plus gros que la Terre. Puisque la Lune et le Soleil, ils ont le même rayon apparent, vu de la Terre.
puisque quand il y a une éclipse du Soleil, on voit très bien que la Lune pousse le contour du Soleil. Mais comme il est 400 fois plus éloigné de la Terre que la Lune, il est énorme. S'il est énorme, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On est 300 ans avant Jésus-Christ, et il est le père de l'héliocentrisme. Donc Copernic ne fera que ressusciter la théorie d'Aristote. Bon, il fera plus que ça, mais il a donc un prédécesseur dans l'Antiquité. C'est quand même lui le père de l'héliocentrisme. Hélio, c'est le Soleil. À quelques ordres de grandeur, le rayon de la Terre, c'est 1400 km. La distance Terre-Lune, c'est amusant. Enfin, moi, j'avais été surpris. Ce n'est que 60 fois le rayon de la Terre. C'est-à-dire qu'on ne pourrait intercaler que 30 fois la Terre entre la Terre et la Lune pour passer de l'une à l'autre. Le rayon du Soleil est à peu près 100 fois celui de la Terre. Par contre, sa masse est pratiquement toute la masse du système solaire. Le Soleil est beaucoup plus massif que toutes ces planètes. Et ça a des conséquences très importantes. Parce que si ce n'était pas le cas, le Soleil subirait l'influence lui-même des planètes et se mettrait lui-même à gigoter. Donc il est stabilisé par sa masse. La distance Terre-Soleil, voilà, 150 millions de kilomètres. Bon, je passe maintenant à Newton. Donc, alors, je vais vous parler de loi de Kepler, puisqu'il les démontre. Mais avant ça, je vous parle de la vision du système solaire à l'époque. Donc, Huygens parle d'un système de 6 planètes à 6 lunes. 6 lunes, il faut comprendre 6 satellites d'une planète. Hein. Donc, il y a évidemment la Lune, satellite de la Terre. Il y a 4 satellites de Jupiter qui ont été découverts par Galilée. Et enfin, Huygens découvre Titan, donc le satellite de Saturne. Jupiter et Saturne sont 2 planètes énormes et gazeuses. Uranus et Neptune seront découverts plus tard. Puis il y aura Pluton, mais qui sera disqualifié comme planète. La première loi de Kepler, c'est juste, ça c'est de l'observation. Il ne faut pas essayer de comprendre, il voit que ça se passe comme ça. Il dit, il observe que les trajectoires ne sont pas des cercles comme on le croyait jusqu'à présent, mais des ellipses. Bon, une ellipse, c'est juste une espèce de cercle écrasé, comme représenté ici. Donc il y a 2 points particuliers qui sont le premier et le second foyer. Le Soleil occupe un foyer et la planète tourne autour. Voilà. Donc c'est sur cette forme-là. Et donc le choc de cette observation, c'est que ce n'est pas un cercle. Alors il se trouve qu'on n'est pas loin du cercle, mais malgré tout, c'est une ellipse. Première loi de Kepler. La deuxième, un peu plus difficile à formuler, mais en fait c'est très simple. Il observe, donc vous savez toujours la trajectoire d'une planète. Le Soleil occupe un foyer, P c'est la planète qui tourne autour du Soleil, V c'est sa vitesse de déplacement, et après un certain temps, donc la planète s'est déplacée de cette distance-là. Et donc Kepler va s'intéresser à la surface balayée par ce vecteur qui passe du Soleil au point P. Donc, il balaye ce triangle-là. Et il observe que ce triangle-là est constant. Si les temps sont... C'est-à-dire que si la planète est sur une autre position, elle va prendre une autre vitesse, mais de telle façon que l'aire du triangle est toujours la même. Je ne vous dis pas combien d'observations il a dû faire avant d'arriver à cette conclusion-là, mais voilà, c'est une conclusion remarquable. Et donc ça veut dire en pratique que plus la planète est proche du Soleil,
Donc cette distance-là est petite, plus l'autre, la vitesse donc, doit être grande. Et vice-versa. Et la troisième loi, alors pour simplifier, on va supposer que les trajectoires sont vraiment parfaitement des cercles. Et donc c'est de nouveau, bon, ça, il observe, de nouveau c'est une simple observation, il ne faut pas essayer de comprendre, c'est comme ça. Cité, donc c'est la période de révolution, le temps que met donc, la planète pour tourner autour du Soleil. Et A, c'est le demi-grand axe, donc c'est pratique. Si c'est un cercle, ça veut dire le rayon, c'est-à-dire la distance de la planète au Soleil. Il observe cette relation-là, que T carré varie comme à Q, c'est-à-dire le rapport des deux est constant, et le même pour toutes les planètes. Donc ça semble mystérieux, mais c'est comme ça. Et ça a une conséquence pratique considérable, parce que les périodes de révolution, ça c'est accessible à l'expérimentation, avec les télescopes. Donc on connaît cette période pour chaque planète, et par contre, il suffit d'avoir ce rapport-là pour une seule planète, pour les avoir pour toutes, et donc pour connaître la distance de la planète au Soleil, pour n'importe quelle planète. Donc on a vu qu'on connaissait la distance de la Terre au Soleil. Au 17e, on est aussi capable de mesurer la distance de Mars au Soleil. Et donc en fait, avec la loi de Kepler, on dimensionne tout le système solaire. On connaît donc toutes les distances de la planète, de chaque planète connue au Soleil. Donc voilà, brutalement, tout l'univers est dimensionné. L'univers de l'époque, disons l'univers de l'époque, c'est il y a des étoiles bien lointaines et puis des planètes beaucoup plus proches. Alors les lois de la dynamique, voilà, il y a 3 lois. Là, je passe la loi de dynamique, c'est l'étude des forces. Alors, la première loi, elle est simple, en fait, elle vous dit que si un corps n'est soumis à aucun effort, ben, soit il est immobile et il reste immobile, soit il se déplace à vitesse rectiligne uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. Dans ce cas-là, c'est le principe d'inertie, dans ce cas-là, il n'y a aucun effort s'applique. Newton formule sa loi fondamentale, donc la force est proportionnelle au produit de la masse fois l'accélération. Donc, vous appliquez une force sur un corps, il en résulte une accélération qui se calcule par le produit de la masse, qui est liée à la force par le fait que la force est de la masse fois l'accélération. Voilà, c'est fondamental. Et, par contre, c'est pas du tout intuitif. On a plutôt tendance à lier la force à la vitesse de façon intuitive. On se dit, plus je veux faire avancer vite une charrette, plus je dois pousser fort. Mais donc c'est l'accélération qui est liée à la force. C'est Newton qui comprend ça, c'est un résultat majeur. Le principe des actions réciproques dit simplement que si deux corps sont en interaction, l'un exerce une force sur l'autre, l'autre automatiquement exerce la même force mais dans l'autre sens, sur le premier. Donc si je pousse le mur me pousse exactement de la même façon, mais juste dans l'autre sens. Et ça, c'est toujours vrai, qu'on soit à l'équilibre, en déséquilibre, que les deux corps soient en contact, ou qu'ils soient très éloignés l'un de l'autre. Donc on imagine, il découvre tout ça, quelle révolution pour l'époque. Voilà. Je ne vais pas détailler les calculs, mais Huygens, il est connu pour avoir le tout premier à avoir calculé la force centrifuge d'un mouvement circulaire uniforme.
Donc si vous avez un corps qui tourne autour d'un centre à vitesse constante, vous imaginez par exemple, on va prendre l'exemple d'une planète autour du Soleil, la planète est attirée par le Soleil, donc il y a une force vers le centre, qui est donc liée à l'attraction universelle. Le Soleil attire la planète, et réciproquement d'ailleurs. Voilà. Et la force centrifuge est la force qui a tendance à... C'est une force liée au mouvement qui a tendance à expulser la planète en dehors de là. Comme une fronde, hein, c'est brutalement... C'est là une pierre au bout d'une fronde, que brutalement vous la libérez, mais elle s'échappe. C'est l'effet de la force centrifuge. Et il arrive à calculer cette force centrifuge à partir d'une idée assez simple. Il imagine un canon là, qui serait sur une montagne, et on tire un boulet, et donc il tombe à une certaine distance. Si au départ vous tirez plus fort, le projectile va tomber plus loin. Et il se dit, et par contre, s'il y avait une force infinie, ben tout de suite, le projectile continuerait en ligne droite et donc quitterait la surface de la Terre, ce qui fait l'analogie avec la Terre. Mais il est retenu par la force d'attraction au centre de la Terre, et donc il pense à décomposer le mouvement en un mouvement de translation et un mouvement de chute. Donc, voilà, par cette analogie-là, voilà. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il trouve la relation force égale masse fois accélération bien avant Newton, parce qu'il a utilisé cette astuce. Mais il ne comprend pas qu'il est tombé sur une loi universelle. Parce qu'il est dans un cas particulier. Bien. Alors, je vais bref. Ici, c'est des maths, et je vais rester. C'est pour ne pas frustrer ceux qui veulent voir des équations. En fait, c'est en rouge. Si vous décrivez la position d'un point autour du temps, je suis toujours sur le mouvement circulaire. Hein. Si vous dites donc un point, une planète, on va dire la planète autour du Soleil, elle tourne dans un mouvement circulaire. Si vous avez sa position au cours du temps, vous avez ce qu'on appelle la trajectoire. C'est le cercle. Les fameuses dérivations développées par Newton permettent de calculer la vitesse, l'accélération, et sa loi fondamentale de trouver la force. Tout ça est formalisé là-dessus, à gauche. Mais ce qui est, voilà, la conclusion qui était très importante, c'est qu'en fait, cette théorie de la poussée des anges est complètement absurde, parce que cette force n'existe pas. Le calcul montre qu'il n'y a pas de force qui pousse la planète. La force est nulle. Et ça, c'est contre-intuitif, mais donc, si une planète tourne autour du Soleil, elle est attirée uniquement par le Soleil lui-même. Il n'y a aucune autre force qui agit. Si l'univers était stationnaire, aujourd'hui on sait qu'il est en expansion, mais si l'univers était stationnaire, la seule force de gravitation ferait tourner tout l'univers. Donc il comprend ça, Newton, c'est assez fabuleux. C'est un choc aussi, il y a une psychologique énorme pour l'époque. Hein. Les anges disparaissent, il n'y a pas de force. Donc à l'époque, on s'imagine, ceux qui cherchent d'autres interprétations que des interprétations religieuses, imaginent que dans l'espace, il y a ce qu'ils appellent l'éther, un cinquième élément, dont les tourbillons feraient avancer les planètes.
Donc avec Newton, toutes ces théories-là, portées surtout par Descartes, toutes ces théories-là s'effondrent d'un coup. Ils étaient vraiment sur une fausse piste. Alors, oui, juste, qu'est-ce que c'est que la gravitation universelle? Donc, deux corps A et B s'attirent réciproquement. Donc ici, la force que B exerce une force d'attraction sur A, qui est représentée ici, et réciproquement, A exerce une force d'attraction sur B. Donc c'est la force juste de changer de signe, de sens. Et Newton formule cette loi, il constate que la force est proportionnelle au produit des masses des deux corps, et inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux. Et alors, là où il est extrêmement ingénieux, c'est que cette force est beaucoup trop faible pour être mesurée sur notre Terre. Donc, cette dépendance-là, elle n'est pas en 1 sur R carré, n'est pas du tout évidente à trouver. Il est impossible de faire des expériences sur Terre pour le prouver. Et il a l'idée d'utiliser les lois de Kepler. Voilà. Donc, je ne détaille pas les calculs, mais avec l'expression de la force centrifuge et la troisième loi de Kepler, tout simplement, la force d'attraction ne peut être en 1 sur R carré. Donc ce qui est ingénieux, c'est d'avoir pensé à utiliser des observations qui concernent les planètes, ce qu'il était impossible de faire autrement. Voilà. Je vais accélérer. Le fameux Halley de la comète jouera un rôle très important, donc, parce que c'est lui qui pousse Newton à publier ses Principia. Il est publié assez frais, il est convaincu du génie de Newton. Et donc sur lui, il travaille sur les comètes. Il essaie d'appliquer les théories de Newton aux comètes. Leibniz, donc une espèce d'amalgame aussi. Je vais vous parler des monades. Alors, tout simplement, il a l'idée que les corps sont tous constitués d'atomes. Bon, ça, même les Grecs anciens le postulaient, enfin sans le prouver, mais la notion d'atome date de l'Antiquité grecque, souvent on cite Démocrite, 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc on imagine qu'on casse la matière, et puis à un moment on arrive à un niveau où il reste un atome qui est insécable, qu'on ne peut plus couper, et qui est muable, qui est éternel. Donc Leibniz reprend cette idée-là, mais rajoute que ces atomes sont doués de conscience, d'esprit. C'est très original, et c'est aussi révolutionnaire. Alors il dit, bon, c'est pas parce que tous les atomes sont doués d'esprit qu'ils sont tous sur le même pied, il y a une hiérarchie entre eux, et puis surtout les corps composés, par exemple notre corps ou n'importe quel objet, on hérite aussi de cette hiérarchie. Donc au plus bas niveau, il y a la matière, puis la plante, puis l'animal, puis l'homme, puis les anges, et puis Dieu. Donc ça, c'est une idée très forte. Et une autre de ses idées maîtresses, c'est que pour lui ne doute pas que l'univers ait eu un début, parce que c'est écrit dans la Genèse. Ce sera prouvé qu'au XXe siècle, ça, avec le Big Bang, mais pour lui, c'est une évidence, puisque c'est le livre de la Genèse. Et donc il dit, au début, Dieu règle tout l'univers selon une harmonie parfaite, et puis il laisse tourner l'univers, il s'en occupe plus. Alors, je vais accélérer. Donc le principe de raison qui dit
que rien n'arrive sans cause. Il le reformule sous cette question lapidaire, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est lui qui est l'auteur de cette... Leibniz. Et donc pour lui, évidemment, il se pose la question de la cause des causes. Donc un phénomène a un pourquoi, mais quel est ensuite le pourquoi du pourquoi, puis le pourquoi du pourquoi. Et à l'origine radicale, ben, s'il n'y avait rien avant, la cause de l'univers, comme rien ne peut rien engendrer, il faut donc qu'il y ait une cause, à l'origine radicale des choses, et une volonté qui choisit entre tous les univers possibles, et Dieu choisit le meilleur pour lui. C'est sa théorie. Dans tous les univers possibles qu'il pourrait créer, il choisit le meilleur. Tous les univers possibles, c'est par exemple un univers qui respecte la liberté de l'homme. Donc voilà, donc c'est pas le meilleur des mondes imaginables, c'est un monde imparfait, mais quand même Dieu a décidé que c'était le meilleur possible, qui respecte typiquement la liberté de l'homme. Je peux donc faire du mal. Donc, le problème du mal, oui, donc il invente le terme de théodicée, donc théorie selon laquelle l'existence du mal est compatible avec l'existence d'un Dieu bon. Il dit d'abord que Dieu ne fait pas le mal, il le tolère. Il dit un peu de mal, ça peut faire du bien parfois, donc c'est même une dissonance placée, une dissonance placée où il faut peut donner du relief à l'harmonie. Donc, par exemple, est-ce qu'on vaut vraiment la santé si on n'a pas été malade? Et surtout, son dernier argument, il dit que, en fait, si on regardait une peinture de très près, on y verrait que des taches. Il faut du recul pour voir la beauté et l'harmonie générale. Et il dit, pour l'homme c'est impossible, mais Dieu, lui, voit la perfection que l'homme est incapable de voir. C'est bien sûr un argument qui ne couvre pas tout. Néanmoins, il a le mérite d'oser aborder la question. Encore quelques citations. Je me focalise sur... il dit par exemple, donc l'homme a accès à toute une série de points de vue à travers ses sens, les perceptions, mais par son intelligence, il peut essayer de se libérer de tous les points de vue et ainsi accéder aux vérités éternelles et immatérielles. Et il fait une observation assez intéressante, il dit, par exemple, les maths, il dit 1 plus 2 égale 3, très bien, c'est des mathématiques, il dit, mais au fond, ça, c'est complètement indépendant de l'existence de l'univers. Et il dit, si l'univers s'arrêtait, 1 plus 2 égale 3 resterait vrai. Et à la limite, même si Dieu avait décidé de ne pas créer l'univers, ce sera encore vrai. Donc il dit, il y a ici une vérité qui existe dans la pensée de Dieu et d'une part ailleurs, puisqu'il n'est pas dans l'univers. Donc voilà une réflexion intéressante. Et par ailleurs, je vous cite, nos jugements ont leur raison dans l'inconscient, donc il développe évidemment pas mal ce point de vue. Donc vous vous demandez s'il n'est pas précurseur de la psychanalyse, en tout cas c'est lui qui formule la notion d'inconscient, qui malgré tout évoluera avec Freud et Jung et les autres. Donc c'est assez hétéroclite. Alors, deux conceptions, le choc des deux, donc la dispute sur la primauté du calcul infinitésimal. Je vous la fais rapidement. Newton est le premier, avec le calcul des fluxions. Leibniz arrive plus de 10 ans après, mais il généralise et formalise beaucoup mieux que Newton, et surtout, il publie avant Newton. Donc Newton est vert de rage, et donc il s'en suivra une dispute fameuse. Leibniz sera
traité de plagiaire par le journal pourtant scientifique de la Royal Society. Bon, il faut dire que la Royal Society est présidée par Newton, et que par ailleurs, le jury, il est dans la tête du jury, qui décide de cette sentence, et par-dessus le marché, pour être sûr, c'est lui-même qui rédige le rapport final. Donc c'est catastrophique pour Leibniz, parce que comme il ne vit que de subsides, de bienfaiteurs, Newton a une telle aura que plus personne ne voudra soutenir Leibniz qui tombe dans la misère. Alors si on se focalise juste sur la physique, bon, Newton, son apport est magistral, je ne reviens pas là-dessus, il est le premier à donner une explication correcte de l'origine des marées, donc ça c'est très intéressant aussi. Et, tandis que Leibniz, avec ses fameuses monades, a inspiré typiquement ce qui deviendra la mécanique quantique, donc la science de l'infiniment petit. Voilà, ce n'est pas une interprétation. Un des pères de la mécanique quantique, Heisenberg, qui est connu pour avoir formulé le principe d'incertitude, que je ne développe pas évidemment, il reconnaît sa dette envers Leibniz. Donc en gros, le gros message de la mécanique quantique affirme qu'il existe une réalité en dehors de l'espace, du temps, de la matière et même de l'énergie. Donc que peut-il exister en dehors a priori uniquement un esprit, une conscience? Et ça, c'est scientifique. Ça, ce n'est plus contesté aujourd'hui. Donc évidemment, avec ces fameuses monades, on constate que Leibniz avait pressenti les choses, puisqu'il dit que l'esprit s'infiltre jusqu'au cœur de la matière. Conception de l'espace et du temps sont très différentes. L'espace et le temps sont des réalités absolues pour Newton et pour tout le monde à cette époque-là. C'est des illusions pour Leibniz, comme s'il avait anticipé la relativité d'Einstein. C'est impressionnant. Pour Newton, comme le pensera encore Einstein, l'univers est infini. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Et Leibniz disait, comme Kepler, que l'univers était fini. Donc leur argument à tous les deux, c'est que si l'univers était infini, il ferait clair en pleine nuit, parce que dans quelque direction qu'on regarde, on trouverait toujours une étoile. Puisque l'univers est infini, on tomberait toujours sur une étoile, et c'est cet argument-là qu'il a retenu. Donc vous voyez qu'ils n'étaient pas du tout d'accord sur toute une série de points. La conception du vide, elle est très naturelle chez Newton. Pas étonnant, puisque avec lui, la nécessité de l'éther disparaît. Donc la force des anges n'existe plus. Et donc ça ne dérange pas de considérer qu'il y a le vide dans l'espace, voilà, dès qu'on a quitté la Terre. Donc, et notamment, donc, il prouve que la gravitation suffit au mouvement perpétuel des planètes, donc pas besoin d'éther. Leibniz ne peut pas supporter cette idée, et donc, il adhère à la théorie de l'éther, ce en quoi il se trompe, comme Descartes. L'intervention de Dieu dans l'univers, Dieu intervient en permanence pour Newton. Ça, c'est un peu étonnant parce que, comme il découvre les lois qui régissent le mouvement des planètes, on pourrait penser qu'on n'a plus besoin de Dieu pour expliquer le fonctionnement. Mais Newton ne réagit pas du tout comme ça. D'abord, il a peur que le mouvement des planètes soit instable. Il dit Dieu est là pour stabiliser tout ça. Et puis, il constate que la gravitation suffit pour entretenir les mouvements des planètes, mais pas pour les lancer. Donc il dit Dieu a quand même dû intervenir au commencement. Et puis surtout, il a découvert la force de la gravitation universelle.
Donc c'est une avancée majeure, mais il ne comprend pas. Ça le dépasse. Il formule la loi, mais il ne la comprend pas. Et c'est vrai que c'est très mystérieux. Pourquoi la Terre et la Lune s'attirent mutuellement, alors qu'elles sont loin l'une de l'autre, on le constate, mais on ne l'explique pas. Donc il se dit, c'est Dieu derrière cela. Pour Leibniz, c'est exactement le contraire. Donc Dieu s'est retiré du monde après l'avoir créé. Donc de nouveau, ils ne sont pas d'accord. Donc je passe. Voilà, l'histoire de la pomme, très rapidement, la fameuse pomme de Newton, c'est une invention, mais une invention de Newton lui-même. Donc on le sait parce qu'il a commencé à raconter son histoire sur ses vieux jours, et il n'en parlait absolument pas avant. Donc il s'est dit, comment est-ce que je vais laisser une trace dans l'histoire? Je vais raconter une histoire sympathique. Voilà, je termine par deux citations. Newton, donc je ne sais pas comment j'apparais au monde, mais pour moi-même j'ai l'impression d'avoir été comme un garçon jouant sur le rivage, me divertissant moi-même. Aujourd'hui, comme hier, trouvant un galet plus lisse ou un coquillage plus joli que d'ordinaire. Donc tout ça est très poétique. Et puis la fin est par contre surprenante, pendant que l'immense océan de la vérité s'étalait devant moi, dissimulant toute chose. Donc la vérité qui dissimule toute chose, ça interpelle. Et voilà, je pense qu'il fait référence au fait que les lois décrivent des phénomènes, mais ne les expliquent pas. Donc en réalité, la vérité, telle qu'il la conçoit, reste cachée. Et Leibniz, donc de nouveau, donc, comme toujours, il sera à la fois physicien, philosophe, théologien. Il n'y a pas de frontière pour lui entre les différentes disciplines. Et il dit qu'il faut essayer de comprendre les mécanismes régis par les lois, mais au bout du compte, donc, on a tort donc, de vouloir expliquer les premiers principes de la nature sans y faire entrer la sagesse divine. Voilà, je vous laisse arrêter là. Merci. Merci Daniel pour ce brillant exposé. Il y a peut-être des questions qui se posent. Voilà. Oui. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si dans le système de Copernic plutôt, il y a des preuves. Il démontre l'affaire. Si c'est descriptif ou si c'est démontré. Bonne question. Copernic. Oui. Alors, Copernic, donc, il ressuscite l'héliocentrisme d'Aristarque de Samos. Oui. Et alors oui, on ne doute pas du fait que les planètes tournent autour du Soleil. C'est ça votre question? Mais il le démontre-t-il ou pas? Est-ce qu'il apporte des preuves? Des preuves, exactement. Galilée l'affirme avec les phases de Vénus, Oui. d'une façon implacable. Mais est-ce que Copernic apporte une preuve de son système? Est-ce que c'est uniquement une description ou est-ce qu'il prouve l'affaire? Ça colle avec ses observations. Oui, c'est la description qui est la preuve. C'est la description qui voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Est-il une Tycho Brahe, non? Non, mais c'est une preuve par description et pas par mathématique. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de description mathématique au sens où on l'entend maintenant. Non, mais la preuve de Galilée n'est pas mathématique. C'est une observation. Mais oui. Bon, en fait, tout mouvement est relatif. Un mouvement absolu, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un point fixe dans l'univers, ni un plan fixe, tout ça. Il n'y a pas. Tous les mouvements sont relatifs. Donc quand on dit que la Terre tourne autour du Soleil, on pourrait aussi dire que le Soleil tourne autour de la Terre. C'est une question de point de vue, de ce point de vue-là. Mais attention, si vous considérez l'ensemble des planètes, là c'est plus possible de tout ramener, de mettre un centre au niveau de la Terre. Si vous considérez l'ensemble des planètes, c'est forcément le Soleil qui est le centre de rotation. Mais lui-même n'est pas fixe. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Hildegard de Bingen, en l'an 1100, prône l'héliocentrisme,
et elle est abbesse, un grand personnage de l'Église, et elle n'a aucun ennui. Et Galilée, on le menace de le brûler. Oui, alors effectivement, quand je dis que, d'une part, quand je dis que les théories d'Aristarque ont été oubliées, il y a quand même quelques intellectuels qui avaient gardé, puisqu'il a quand même laissé des traces écrites, et puis il a été repris par d'autres. Donc ils n'ont pas été complètement oubliés, ces travaux, puisqu'il avait laissé des traces. Donc vous citez Hildegard de Bingen. Et la suite de votre question, j'ai oublié. Oui, bah elle n'a eu aucun ennui vis-à-vis de l'Église. Alors que Galilée était menacé de mort. Oui, alors Elle était moins médiatisée que Galilée. Elle était très connue. Très médiatisée, Elle les était gars. très connue. Sacrément médiatisée. Alors, c'est un tout autre sujet. Oui, Ah non, pas plein. Non, mais c'est bien. Non, mais d'accord, je vais y répondre. Oui. Je vais vous proposer ma réponse. Oui. Alors, en fait, l'histoire de Galilée, sa dispute avec l'Église, est plus complexe qu'on la raconte souvent. Galilée disposait l'Église en reprenant l'idée de l'héliocentrisme, mais il était au départ protégé par le pape. Et en fait, c'est parce qu'il était trop péremptoire et qu'il provoquait l'Église que ça a mal tourné. Il aurait suffi qu'il dise « je vous présente des modèles qui expliquent le fonctionnement du monde ». Mais bon, c'est juste une idée, c'est un modèle pratique à mettre en œuvre, ça ne corrompt rien de ce que dit la Bible. Ce serait passé comme une lettre à la poste. Mais d'une part, il était très orgueilleux, il était très péremptoire. Le pape, évidemment, n'était pas scientifique, mais il était entouré de jésuites qui, eux, dont certains l'étaient, et qui ont averti le pape qu'il disait des choses qu'il ne prouvait pas, et surtout qu'il se trompait parfois dans ses explications. Donc, par exemple, Galilée a été le premier à tenter une explication de l'origine des marées, et ce qu'il disait était faux. Les jésuites l'avaient détecté, ils avaient prévenu le pape que ses arguments étaient faux. Il faudra attendre Newton pour avoir une explication correcte. Et donc, voilà, il y a tout ce contexte-là. Non, bien sûr, l'Église ne voulait pas... Mais Galilée a été très agressif, parce que le personnage du pape était Simplicius. Voilà, et je pense que ça fait la grande différence. Oui, bien sûr. Donc je pense que c'est la explication. Il y a d'autres questions? Oui, c'est pas ce que j'allais dire. Hildegard de Bingen, c'est bien avant, non? Oui, Je pense ça. Pardon? 5 siècles avant. Oui, donc ça n'a pas les mêmes répercussions. Ah oui, en plus c'est pas... Parce que son œuvre a été publiée. Hein. Oui, de Galilée. Le changement d'époque, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais à l'époque, elle était connue. Bien, ben, Oui, aussi Alors, sur le dissimulant toute chose, là, j'ai une probable explication de sa phrase. Là. En fait, ce qu'on ne sait pas toujours de Newton, c'est qu'il était alchimiste aussi. Il était alchimiste. Et d'ailleurs, le coup de la perruque, c'est parce qu'il s'était brûlé. Et lui, il était chauve. Parce qu'il s'était brûlé les cheveux en faisant une explosion dans son laboratoire d'alchimie. Il pensait qu'il y avait une vérité cachée dans la chimie, dans la matière. Et en fait, avec ces équations, il disait, on va peut-être perdre ce qui est magique dans l'alchimie. Il avait cette idée-là, il était en espèce de pensée dichotomique, à la fois science qui est prouvée, et puis science qu'il faut aller chercher, qui va se révéler d'elle-même par des expériences et qu'on ne connaît pas. Quoi. Et il était tout le temps en porte-à-faux avec ça. Oui, c'est intéressant. Après, je sais qu'il a essayé de mettre un peu de rigueur dans la chimie pour la tirer vers la chimie, mais voilà, c'est le complément. J'aimerais comprendre ce que vous dites, enfin ce qu'il dit, entre l'univers
fini, infini et en expansion. Parce que s'il est en expansion, il est infini du coup. Au contraire. Alors, en fait, il faut savoir, la théorie du Big Bang dit que l'univers était concentré en un point, et qui s'est dilaté, et surtout que l'espace et le temps ont été créés en même temps. Et donc la théorie, même si c'est peut-être difficile à comprendre ou à assimiler, dit que l'espace se dilate avec l'univers. Et donc forcément il est fini, puisqu'on est parti d'un point initial, ça se dilate extrêmement vite, mais quand même pas à une vitesse infinie. Donc l'univers est fini et l'espace qui le contient est fini lui aussi. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Celui-là, il y en a qui disent. Voilà, donc l'espace lui-même se dilate. Oui. Daniel, est-ce que tu peux dire en quoi, enfin, ton livre est plus que ce que tu as exprimé là, l'originalité du livre, le choc des égaux, en plus de ces différences scientifiques? Je sens quelques mots, hein, mais juste les dialogues. Donc, voilà, j'ai présenté le choc des idées typiquement sous forme de dialogue pour rendre les choses plus vivantes. Tout ce qui était un peu trop technique, je l'ai mis en annexe. J'essaie de clarifier les choses. J'ai fait intervenir aussi de la psychologie. J'ai montré typiquement que Newton avait été frustré par son enfance difficile et était malade, avait un besoin maladif de reconnaissance, tandis que Leibniz, au contraire, était un parfait diplomate, conciliant, ne cherchant jamais la bagarre, essayant typiquement de porter une vision œcuménique. On est en pleine guerre de religion et il œuvrera beaucoup pour essayer de réconcilier l'anglicanisme, le catholicisme et le luthérianisme. Donc c'est deux ans complètement. Moi j'essaie de leur donner de l'épaisseur aussi de ce point de vue-là. Et est-ce que c'était chacun des savants solitaires ou est-ce qu'ils travaillaient avec... Alors, c'est l'époque où se créent les premières académies de. Ah oui, c'est ça. Donc, notamment Newton, la Royal Society, je crois que c'est la toute première. Non, parce que moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans la chronologie, Newton, à 23 ans, il a déjà donné des choses extraordinaires. Mais là, donc, et au moment de cette peste noire, presque, donc c'est seul, presque, qu'il a... Ah oui, lui, c'est fabuleux. Donc, sa créativité, elle lui est propre. Elle lui est propre, oui. Il est phénoménal. Oui. Voilà. Il n'a pas fait de cadeau au début à lui. Oui, il n'a peut-être pas fait de cadeau, mais tout seul, moi c'est tout ça stupéfiant. Oui, oui, ça m'a Mais j'ai aucune merveilleux. Avec Avec quand même toute une collection de livres. Oui, c'est pauvre, hein. Il a fallu qu'il fasse 2 fois plus de preuves que les autres. Ah ben c'est souvent comme ça. C'est stimulant. Bon, merci pour votre attention. Merci.